Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et mon partenaire du jour, tous les jeudis, vous le savez bien maintenant, c'est un rendez-vous bien pris, c'est celui de Nicolas Vidal. Bonjour. Bonjour Clémence, bonjour à toute l'équipe et aux auditeurs. Fondateur et rédacteur en chef de Putsch Média. On vous entendra également tout à l'heure pour votre chronique. Nicolas Vidal, mais d'abord, notre invité. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Pierre Jourde. Bonjour. Vous êtes écrivain, universitaire, critique et vous êtes connu pour des pamphlets littéraires, notamment la littérature sans estomac. Et autant dire que vous êtes très courageux d'abord parce que vous êtes ici à Radio Courtoisie, homme intellectuel de gauche, mais également... Oui, au départ, c'est pas ma tasse de thé. Tout à fait, vous l'avez précisé d'ailleurs. J'ai refusé de venir une fois parce que j'avais entendu des propos qui me déplaisaient. Mais bon, je pense que d'abord que c'est plus tout à fait la même chose. Et puis, je suis un peu comme mon complice Nolo pour m'exprimer à peu près sur tous les médias. Et comme vous dénoncez une certaine forme de censure et de sectarisme de la gauche, je trouve qu'il est particulièrement intéressant qu'aujourd'hui vous acceptiez de venir parmi nous. C'est d'ailleurs la deuxième raison pour laquelle vous êtes courageux dans votre livre, qui se nomme La tyrannie vertueuse. Je l'ai nommé, je l'ai déjà dit tout à l'heure, aux éditions Le Cherche Midi. Mais je vous dirais qu'il y a aussi une autre raison. C'est que ni Le Monde, ni Le Figaro, ni Libération, ni le Nouvel Obs, ni Le Point, ni l'Express n'ont consacré la moindre ligne à ce livre. Et oui. Pour une raison évidente, ça va contre la doxa généralement admise. Et vous les nommez, il faut le dire, dans le livre. Et comme je les nomme tous, évidemment, ils ne vont pas m'inviter, ce qui est un signe finalement de l'ouverture d'esprit de la gauche. Parce que, en fait, toute la force de ce livre, et c'est pour ça que j'ai précisé que vous étiez un intellectuel de gauche, c'est que vous mettez la plume dans la plaie et vous critiquez cette gauche, une certaine gauche, la gauche décolonialiste, wokiste, wokiste pour nos auditeurs, je rappelle, c'est, vous le rappelez aussi, Pierre Jourde, au début de votre livre, c'est cette population qui se dit éveillée devant les problèmes de discrimination féministe, raciste, homosexuelle, transsexuelle. On peut aller toujours plus loin dans le LGBTQ, etc. Cette gauche qui, malheureusement, a pignon sur rue et qui va finir, ou finit déjà, par vous exclure vous-même de votre propre camp, je dirais. Et, de même qu'elle exclut les femmes de leur propre corps. Exactement. Et on en reparlera. On va en parler. Je voudrais vous citer, page 18, vous vous présentez. Je suis un mâle cisgenre, plus hétérosexuel qu'humeur, blanc à n'en plus pouvoir. Cette qualité de dominant colonialiste hétéro-patriarcal m'a d'ailleurs valu d'incontestables privilèges, comme d'échouer à être traduit aux États-Unis, où les éditeurs, a-t-on répondu à mes sollicitations, veulent surtout des femmes, des noirs, des transgenres, des lesbiennes, et si possible un mix de tout ça. Je suis très sérieux, c'est bien ce qui m'est arrivé. Voilà, donc après, évidemment, vous précisez que vous avez 3 enfants, dont 2 métis, des amis de tous les bords, etc. Mais quand même, ça pose de grandes questions, là, ce qui vous est arrivé pour cette traduction, comme vous le soulignez tout à l'heure, pour ces critiques que vous n'avez pas reçues à propos de votre livre. Et c'est vrai que ces critiques, vous les pointez du doigt, ces journaux. Allez-y. Vous pointez du doigt, vous le dites, convaincu que c'est le progrès et la démocratie, par exemple, ces journaux convaincus que c'est le progrès et la démocratie, par exemple, France Inter, Libération, Mediapart ou le New York Times, et vous citez France ensuite. Info, voilà. etc. Donc, vous les pointez du doigt et vous êtes désormais exclu de votre propre camp de la gauche. Vous n'avez plus le droit d'appartenir à la gauche. Alors, d'abord, la gauche, c'était effectivement mon histoire pendant un certain temps. J'étais enseignant, professeur d'université pendant très longtemps. Je me suis détaché de la gauche parce que je l'ai vu détruire l'école avec encore plus d'empressement que la droite. On vient d'en parler avec Jean-Paul Brigelli. Jusqu'au point où nous en sommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on connaît la catastrophe. Et la gauche nous répétait sans arrêt le niveau ne baisse pas, tout va bien, etc. On voit où on en est. Et puis, pour ça, justement. Donc je ne me dis plus de gauche. Je ne peux plus. Je n'adhère plus, justement, à cette forme de tyrannie. Vous n'êtes plus de cette gauche. Oui, je ne sais pas. Je sais pas. Oui, il en reste une qu'on peut appeler la gauche républicaine. Oui, effectivement. La gauche patriote. Ce que je voudrais dire ici, qui me paraît très important d'un point de vue liminaire, c'est que dans mon entourage, et d'ailleurs partout, dans tous les milieux, il se trouve que j'ai fréquenté vraiment tous les milieux. D'abord dans des écoles très difficiles, très pauvres,
à l'université, je fréquente des écrivains, des intellectuels, je fréquente des paysans, intimement, je fréquente les salles de sport et de combat qui sont très, très mélangées, du point de vue origine sociale, origine ethnique, etc. Donc ce pays, je le connais un peu de l'intérieur. Par la racine. Voilà. Et je peux vous dire qu'il y a des gens de toutes opinions politiques, des intellectuels de gauche, des gens du peuple, des paysans. Tous mes amis, c'était pratiquement des gens de gauche qui sont écœurés par ce mouvement, par ce qui se passe, par ce qu'on fait autour des LGBT, par ce qu'on fait autour de populations d'origine musulmane qui ont du mal à s'intégrer à la liberté sexuelle ici, mais que on défend systématiquement en disant que si on dit ça, c'est du racisme. Alors ça, c'est tout un paradoxe d'ailleurs de cette gauche qui veut mettre tout le monde sous le giron de sa protection, sauf que les uns et les autres ne peuvent pas toujours s'entendre. La fiction qui est développée dans les journaux, notamment dans Le Monde, systématiquement, qui est devenu le New York Times, en fait, qui est devenu notre New York Times, dès qu'on émet une critique, c'est les fachos, c'est l'extrême droite. Or, tout le monde sait que c'est pas vrai. Oui, c'est les fachos, oui, c'est l'extrême droite, mais en fait, massivement, c'est le peuple français. Et c'est là qu'ils ne comprennent toujours pas, ces journaux, que la cause du malheur de la gauche, c'est d'avoir oublié le peuple français. On va revenir à ce sujet. Nicolas Vidal. Oui, et c'est très intéressant. Et merci à Pierre Jour, en tout cas, d'être là, parce que moi, je vous lis beaucoup. Vous faites partie des intellectuels qu'on voit pas. Vous êtes totalement invisibilité, comme les Brigelli, les Ben Soussan, des gens comme ça qui méritent d'avoir la place dans les médias. Moi, je suis très content que Clémence vous invite. Je suis très content de vous avoir ici sur ce plateau ce matin pour discuter. Pierre Jourde, une question là-dessus. Moi, ce livre, il est passionnant. C'est un constat que nous sommes beaucoup à partager. La question que je vais vous poser un peu plus large, c'est à quel moment vous, Pierre Jourde, vous estimez l'émergence de cette tyrannie vertueuse? À quel moment vous placez finalement cette grande bascule, pour reprendre les mots de notre cher président? À quel moment ça a commencé à se faire? Ou alors, selon vous, est-ce que ça s'est fait de façon plus tranquille, à bas bruit? Voilà. Oui, ça c'est très compliqué de faire la généalogie de ces choses-là. Bon, il y a eu une accélération avec le modèle américain, c'est évident. Il y a une dizaine d'années, on peut dire, le modèle anglo-saxon s'impose maintenant assez massivement. Mais je l'ai vu venir, les prodromes, c'était à propos de l'affaire du voile à Creil. Et il se trouve que l'année précédente, ou juste après, je ne sais plus, j'étais prof dans un lycée industriel à Creil. Donc là encore, je connais bien la chose. Et au fond, c'était alors, il y a eu évidemment une résistance, mais aujourd'hui, on voit où on en est. C'est-à-dire que la communauté gagne sur la loi commune. Ouais. Et est-ce que vous estimez pas aussi qu'il y a une corrélation finalement avec un hédonisme, un mercantilisme qui a été imposé et dont les gens, pour les Français, se sont jetés dans les bras finalement cet hédonisme, ce mercantilisme, cette société de la consommation, et que finalement on a vu monter ces mouvements que vous appelez identitaires, et avec aussi des Français de plus en plus désarmés intellectuellement qui finalement se sont laissés faire et ont reculé face à des valeurs qui nous occupent tous, enfin je sais pas tous, mais bon voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une corrélation finalement avec un grand abrutissement, je partais de l'analyse avec Brigelli d'ailleurs là-dessus, et cette montée de cette tyrannie virtueuse dans lesquelles les Français se sont laissés absolument enfermer avec la complicité de certains grands médias d'ailleurs? Alors, je vais vous faire une comparaison. Oui. J'étais responsable de l'UNEF dans les années 75 à peu près, donc on était marxistes. Ouais. On était cons, hein. On était staliniens. On était cons, mais on était armés pour être cons intellectuellement, et par conséquent, armés aussi pour en sortir. Et oui. Ce qui facilite le wokisme aujourd'hui, c'est la détresse intellectuelle des étudiants. Je ne sais pas si vous avez vu écrire des étudiants. Je sais pas, est-ce que vous avez vu des circulaires de l'UNEF? Mais malheureusement, je déjà, redis, elles sont en langue inclusive, donc elles sont difficiles à lire. Oui. Alors, je vais vous dire, d'abord, c'est pas écrit en français, c'est des étudiants. Deuxièmement, c'est en écriture inclusive, mais ils oublient de faire les accords au féminin. Génial. Comment voulez-vous impliquer l'écriture inclusive à des gens qui n'ont pas d'orthographe déjà?
Ouais. Faudrait commencer peut-être par là. Oui, savoir mettre un E quand il faut le mettre en langue française. Oui. Ouais. Enfin, grosso modo, vous nous dites, si tu veux être inclusif, mais le féminin quand même. Ouais. Non, il y a vraiment une déculturation. Et quand on est déculturé, eh ben, pour avoir l'air d'être intelligent et surtout pour se venger en prenant un pouvoir sur les gens qui sont intelligents, parce que c'est ça, pour se venger des gens qui sont cultivés, eh ben, on leur impose, mais par la force, par la violence, un petit diktat. Et un petit diktat, non pas intellectuel, mais moral. Ouais. Pierre Jourde, vous nous avez expliqué tout à l'heure que la gauche, finalement, et c'est pour ça que vous ne vous reconnaissez plus dans cette gauche, je vais vous aider avec votre casque après, a abandonné le peuple. C'est d'ailleurs la thèse de Jean-Claude Michéa, mais c'est une thèse J'adore absolument la thèse de Jean-Claude Michéa. Et c'est une thèse qui a été comprise à gauche et même travaillée par Terra Nova, le think tank Terra Nova. Alors, un exemple là-dessus, si vous permettez. Un exemple du travail que fait France Inter, par exemple, qui est très intéressant pour informer les citoyens. Jean-Claude Michéa, philosophe, défend cette thèse qui me paraît évidente et qui est la cause profonde de l'effondrement de la gauche. En France Inter invite qui sur la question « La gauche a-t-elle abandonné le peuple ?» Terra Nova. Et Terra Nova tout seul. Oui, mais c'est magnifique. Enfin, franchement, je veux dire, c'est le créateur de l'abandon du peuple, en fait. Oui. Donc c'est l'Union soviétique, en fait, l'information. Oui. Oui, voilà. Mais c'est exactement ce à quoi je voulais en venir. C'est-à-dire que c'est Terra Nova qui a pensé en tout cas, qui s'est dit, bon, voilà, la gauche ayant abandonné le peuple, il faut se tourner vers les communautés. Au début, c'était les communautés étrangères. Puis finalement, c'était la question à laquelle je voulais arriver. Finalement, le wokisme, pour utiliser ces termes-là, cette ouverture de conscience au LGBTQX, etc., n'est que la continuation de la stratégie Terra Nova. Pierre Jourde. Oui, bien sûr, puisque... il y a une fragmentation de plus en plus forte de la société, chacun se réclamant... Alors, c'est un mouvement identitariste, puisque chacun se réclame de son identité. Alors, femme, transsexuel, j'en sais rien, breton, noir, musulman, toutes les identités possibles sont justifiées. Les identités régionales, les identités ethniques, les identités sexuelles. L'identitarisme, en tant que chose méchante, ne désigne qu'une chose, la France. C'est-à-dire qu'on peut s'identifier à n'importe quoi, sauf à la France. On a quand même un président qui a dit, avant d'être élu, il n'y a pas une culture française, il y a des cultures françaises. Ah bon? Donc Victor Hugo, c'est quoi exactement? C'est une des. Oui, voilà. Il y a quand même un journaliste qui a écrit dans l'Obs. La France n'est pas... une identité, c'est un espace où des gens sont passés, sont partis, sont revenus, etc. Donc ça veut dire que c'est la négation, c'est à ça qu'on en arrive. C'est-à-dire que cette politique-là est la négation de toute culture, en fait. Parce que qu'est-ce qui fait une identité? Profondément, c'est la culture. Et tous les gens qui sont bien contents d'aller au Japon, qui se plaignent que le vieux Japon se perde, ou qui sont bien contents d'aller, je sais pas, en Chine, et qui espèrent retrouver quand même quelque chose de chinois. Qui aiment la diversité de chacun de ces pays. Mais qui aiment quand même retrouver une identité. Bien sûr. Qui se plaignent quand une langue se perd, une civilisation se perd. Ah ben la France, c'est-à-dire le plus grand pays de culture du monde, jusqu'en 1850, eh ben non. Ça n'existe pas en tant que culture. Alors, déni de culture, dites-vous. Également, j'irai plus loin, puisqu'on parle du wokisme, déni de réalité. Je vais vous citer un titre de BFM, cette fois-ci. C'est pas notre ami Libération. C'était lors de l'affiche, de la campagne d'affichage de planning familial. Donc, le planning familial qui avait montré ce couple de deux hommes, l'un étant enceint, pour utiliser leur expression, hein. Donc le ventre gonflé, et l'autre posant la main sur l'épaule de son amoureux. Alors, et cette campagne du planning familial a fait polémique. Elle a fait polémique chez les Français, comme vous dites. En fait, BFM considère qu'elle a fait polémique à l'extrême droite et explique des hommes aussi peuvent être enceints. Une affiche du planning familial fait polémique à l'extrême droite. Voilà le titre de BFM. C'est ce que je vous disais au début. C'est un déni de réalité. C'est un déni de réalité. Un homme ne peut pas être ensemble, point final. Oui, sauf s'il est transgenre, effectivement, et qu'il a encore un corps de femme alors qu'il se déclare homme. Oui, mais donc ça reste une femme, pardon. Un certain nombre de choses sur cette question, si on a encore le temps. Oui, on a le temps. Oui. D'abord, tous les gens... J'en discutais encore avant-hier avec une femme féministe, très, très ouverte,
qui étaient accablés. Et de gauche, bien sûr. Mais bien sûr. Je veux dire que ça n'est pas vrai. Mais non, c'est le peuple dans sa diversité politique, majoritairement, qui n'en peut plus. Je veux dire, leur sentiment, et c'est le mien, c'est que tout ça est justifié. Bien sûr qu'il faut que les transgenres vivent le mieux possible. Bien sûr qu'il faut que les homosexuels soient acceptés. Évidemment. Avec un esprit d'ouverture. Bien sûr le racisme est un interdit absolu. Bien sûr. C'est pas ça la question. La question, c'est que ils s'imposent de manière violente, tyrannique. Ils font des interdictions morales. Mais c'est un kidnapping, en fait, des idées du peuple français. Sur cette question, bon, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne parle sans arrêt que de gens qui, sans doute, faut aider, mais qui représentent 0,1% de la population, au détriment des femmes, notamment, qui en représentent un peu plus. Légèrement. Est-ce que le planning familial, qui est quand même fondé pour aider aussi les femmes dans leur rapport à leur vie, à leur maternité, à leur vie... Est-ce qu'il parle souvent, avec de telles campagnes de publicité, des mariages forcés, des excisions, des femmes à qui on impose de porter le voile, sinon on les considère comme des putes? Est-ce qu'elles font des campagnes là-dessus? Oui. Est-ce que c'est pas aussi massif que les LGBT? Mais bien sûr. Et la pression salariale qui pousse aujourd'hui la femme à congeler ses ovocytes, comme on propose maintenant chez Amazon, etc., aux États-Unis, ça aussi c'est une pression. On va faire une petite réflexion sur cette question. Ah oui, alors attendez. Je suis un peu agité du genou. J'ai été stupéfait d'entendre sur France Info, une émission de grande écoute, normalement à destination d'un public très large, sur le changement de genre. Et toutes les personnes présentes tenaient le discours qu'un enfant puisse décider de changer de genre, c'était très bien. C'était une libération par rapport à des interdits, des préjugés, etc. Très bien. Il est bien entendu qu'un enfant, c'est pas du tout influençable. Hein. Il est bien entendu qu'un enfant, il va pas sur les réseaux sociaux, il n'est pas influencé par ça. Il est bien entendu qu'un enfant, c'est pas un peu compliqué la sexualité à un moment donné. Non. Il décide de changer de genre en toute conscience. En même temps, on lit, il y a 30 ans, 40 ans, le consentement de Vanessa Springora. Tout à fait. À une époque où on vous disait que si vous baisez pas à 13 ans, ou si vous refusez de baiser une jeune fille, c'est vraiment que vous êtes un vieux bourgeois coincé. Et Vanessa Springora dit « Oui, j'ai consenti, mais c'était pas un vrai consentement. J'étais sous influence. » Aujourd'hui, tout le monde est scandalisé. Oui, Matzneff, salopard, exclu de la société. Et on dit donc qu'une gamine de 13 ans, quand elle choisit sa sexualité, elle ne le fait pas en toute conscience. Et maintenant, on vient nous dire qu'un gamin du même âge, qui choisit son sexe, c'est beaucoup plus lourd. Avec des hormones, etc. Lui, très bien. J'attends la Springora de dans 30 ans. Oui. Bah oui. On considérera ça comme scandaleux. Oui. Mais où vont les yeux sur ce paradoxe, en effet, que vous citez, page 58, si on veut être précis. Nicolas Vidal. Oui, alors Pierre-Jean, vous parliez de nation tout à l'heure, et de façon intéressante. Est-ce que finalement, quand on voit les élites, quand on promeut ces identitarismes des élites politiques, des élites médiatiques aussi, et vous l'avez dit sur la détestation de la France, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette volonté, à un moment donné, de mettre la France au banc et de la noyer, de la dissoudre dans des identitarismes? Et est-ce que c'est pas ça le but aussi finalement, de faire une grande soupe tiède où chacun tirerait à U et à Dia et finalement le cadre national serait éculé et puis même on en ferait une détestation. Est-ce que finalement c'est ça la question? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dessous de plus pervers dans la promotion de ça? C'est une très bonne question et je ne sais pas si ça sera le dernier, on a encore un peu de temps. Je tiens à dire que les valeurs wokistes qui sont défendues par des journaux dits de gauche sont profondément ce que moi j'ai toujours considéré comme des valeurs de droite, et même des valeurs fascistes, parce que quand ça va jusqu'aux indigènes de la République, soutenus par des intellectuels comme Annie Ernaux, qui sont antisémites, homophobes, racistes, je ne sais pas pour vous, mais pour moi le fasciste, c'est ça. Des valeurs de droite. De fascisme. Des valeurs de droite, parce que qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui pour ne pas choquer
les femmes, les LGBT, je ne sais plus qui, quelle communauté, n'importe quoi, on expurge les textes du passé. Bon, ça, pardon, je vais vous corriger tout de suite, c'est pas ce que j'appelle des valeurs de droite. Hein. Je vous laisserai pas dire ça sur ligne droite. Je vais continuer. Oui. On expurge les textes du passé, on censure ceux d'aujourd'hui, on fait, par la violence, interdire une pièce justement très ouverte par rapport aux identités d'Eschyle, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris, les pauvres étudiants, à ce que voulait dire la pièce d'Eschyle, à sa signification. C'est exactement ce que faisaient les curés dans les années 70. Lisez ça, ne lisez pas ça, ça on le met à l'index. C'était ce que faisait l'Église catholique, c'était ce qu'a fait le mouvement qui s'était appelé l'ordre moral en 1870. Donc la gauche aujourd'hui, c'est l'ordre moral des députés de droite et d'extrême droite de 1870. C'est le même discours, c'est les mêmes méthodes. Deuxièmement, ça arrange bien le libéralisme international. Et oui. Le plus grand soutien de ces mouvements aux États-Unis, ce sont des grands groupes qui payent des fondations pour vous expliquer que, par exemple, il n'y a pas que la science occidentale, il y a aussi la science OPI ou la science je ne sais pas quoi. D'ailleurs, vous parlez de la fondation Bill Gates, qui qui soutient le mais racisme. Bill Gates, mais pourquoi? Mais ça les arrange bien. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je suis convaincu qu'en France, le problème raciste est très secondaire et c'est un problème social. Je veux dire que un noir qui arrive d'Afrique, on va dire il est opprimé. Ben non, il arrive, il a des difficultés, il mettra peut-être une génération ou deux pour effectivement sortir de ça. Mais moi, je suis l'enfant de paysans auvergnats qui était 13 gosses, qui était au cul des vaches à 5 ans. Ils sont montés à Paris. On les traitait de manière extrêmement raciste, si on veut dire. Péjorative. Un peu péjorative. Oui. 2 générations, intégration économique. Voilà, c'est tout. Le problème est économique. Le libéralisme n'a plus besoin d'une classe ouvrière. Il n'a plus besoin qu'on parle de questions économiques, il a besoin qu'on parle d'autre chose. Mais quel est l'intérêt pour Bill Gates d'aller... C'est quoi? C'est la multiplication des marchés, d'aller alimenter ce genre d'intersectionnalisme, pour utiliser le terme de Wauquiez? Non, je ne pense pas que ça soit... c'est pas ça, c'est plus profond. C'est pour invisibiliser, pour faire passer les revendications sociales et économiques derrière de pseudo-revendications identitaires. Par exemple, quand des gens parlent en France de racisme systémique, c'est caricaturalement faux, c'est un problème économique. Pierre Jourde, dernière question, il nous reste 1 minute. Est-ce que ce livre que vous écrivez avec le dessin d'une bombe, qui risque d'exploser très vite... Elle n'a pas explosé des masses. Hein. Oui, on voit la taille de sa mèche. Non, mais ce qui risque d'exploser, c'est notre société avec ça. La question que je souhaite vous poser, c'est est-ce que justement la société n'a pas déjà explosé? Est-ce que ce n'est pas trop tard? Écoutez, je ne pense pas, parce qu'il y a quand même, je veux dire, le peuple, ça ne mord pas profondément. Ça mord sur soit des étudiants incultes, soit des jeunes qui, comme des jeunes, se jettent sur tout ce qui ressemble à de l'égalitarisme, de la réparation de l'injustice, etc., mais sans penser assez loin. Mais même mes enfants qui sont jeunes, donc, dont l'aîné qui est noir, mais il n'en peut plus, il méprise ça. Non, ça prend pas si bien que ça. Et puis, on est quand même quelques-uns, issus de la gauche, à dire qu'on en a un petit peu marre. Je veux dire, il y a aussi des femmes qui ont signé contre ce qu'a sorti le planning familial, parce qu'il faut... C'est vrai, je suis allé sur le site du planning familial. On en est à dire personnes qui ont des menstrues. Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que maintenant, les femmes, on enlève même leur nom. Oui. Vous voyez? Et ça prétend être du féminisme. Oui. Féminisme. Au nom du féminisme. Eh bien, oui. En tout cas, merci à vous, Pierre Jourde, pour ce livre qui lance l'alerte. La tyrannie vertueuse aux éditions Le Cherche Midi. Merci à vous, Nicolas Vidal. Merci. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.